Les matins de France Culture, Guillaume Erner. 7h42, bonjour Clément Beaune. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Qu'est-ce que ça vous fait d'appartenir à une classe de dirigeants cupides et incompétents? Je dis cela parce que ce sont les mots du président Erdogan dimanche qui qualifiait ainsi les dirigeants grecs et français. Au moins les choses sont claires dans la bouche du président turc. Je crois que ça montre bien la difficulté qu'on a en ce moment dans la relation avec la Turquie. Une stratégie de provocation agressive de la part du président Erdogan. C'est pas pour rien qu'il a, je crois, ciblé dans la même phrase avec des mots extrêmement agressifs sur lesquels je ne reviendrai pas en détail parce que c'est pas l'intérêt, mais il cible la France et la Grèce. La Grèce, évidemment, parce que c'est en quelque sorte l'ennemi historique dans cette région. Et puis la France, parce que c'est aujourd'hui le pays de l'Union européenne qui, je crois, est au rendez-vous de cette solidarité, de cette fermeté, de ce soutien indispensable face à des actions qu'on ne connaît peut-être pas, mais qui se multiplient en Méditerranée orientale de la part de la Turquie pour aller envoyer des bateaux dans les eaux de Chypre, État de l'Union européenne, dans les eaux grecques, État de l'Union européenne, pour mener des actions contraires au droit international en Libye, qui menacent aussi la sécurité de l'Union européenne. Mais alors, l'Europe reste inerte, Clément Beaune. On a l'impression qu'on est un groupe de pays herbivores entourés par des carnivores. Est-ce bien raisonnable? C'est exactement le problème. C'est qu'il y a une forme traditionnelle de naïveté européenne. Si vous voulez, le projet européen, sans refaire tout un long cours d'histoire, mais c'est un projet formidable, mais qui a été tourné vers une réconciliation. Et ce n'était pas une petite ambition entre les pays européens, à commencer par la France et l'Allemagne après la guerre. Mais c'est un projet en quelque sorte interne. On s'est réconcilié, on a recousu nos déchirures dont on sait les drames qu'elles ont provoqués. Encore une fois, c'est une formidable réussite. Mais on a vécu en quelque sorte, c'était la guerre froide, c'était la protection américaine, c'était un autre monde, géopolitiquement. On a vécu un peu à l'abri, croyait-on, de toutes les perturbations internationales, et la puissance n'était pas l'affaire des Européens. Donc vous dites qu'il faut redevenir carnivore? Il faut redevenir carnivore quand il le faut. Il faut avoir en tout cas... Apparemment, cupide, incompétent, oui, c'est une attaque oui, il ne faut évidente. pas revenir, c'est pour ça que je ne reviendrai pas sur chaque mot, il ne faut pas aller dans une surenchère verbale, ce n'est pas le principe. Mais en revanche, on voit bien que les Européens sont entourés de puissances turbulentes, parfois agressives. C'est le cas ici de la Turquie, ça peut être le cas d'autres, et dans un monde où d'autres grandes puissances, parfois nos alliés même, les États-Unis, ou des puissances qui s'affirment de manière dure, comme la Chine, sont là, et l'Europe ne peut réussir qu'unie. Moi, c'est mon point, et on ne peut pas être dans une espèce de déni de ces chocs politiques internationaux. Mais alors, dans ce contexte, était-il urgent d'aller à Beyrouth, Clément Beaune? Après tout, la France est une puissance moyenne, il faut hiérarchiser les priorités. La priorité aujourd'hui pour la France, c'est le Liban? Absolument, mais je ne choisirais pas, on ne choisit pas entre le Liban et... On est un peu obligé de d'abord choisir. parce que on est aujourd'hui effectivement le jour du nouveau déplacement du président de la République au Liban, mais la semaine dernière, la France, avec des partenaires européens, l'Italie, la Grèce, Chypre, mais la France en premier lieu, a envoyé un certain nombre de bâtiments militaires pour marquer la fermeté européenne en Méditerranée orientale contre ces agissements turcs. Donc on n'a pas choisi le Liban à la place de la Turquie. Et d'ailleurs, un certain nombre de défis qui se trouvent au Liban, où la situation est différente, c'est la crise politique, c'est les conséquences de l'explosion du 4 août, mais aussi en Turquie, c'est un ensemble régional dont la stabilité politique, en traitant chaque situation au cas par cas, mais on doit y être à chaque fois, est absolument crucial pour notre sécurité. Si le Liban ne va pas bien, si la Turquie continue par ailleurs ces agissements qu'on décrivait, on voit bien les mots qui sont utilisés aujourd'hui, c'est toute la sécurité de la Méditerranée et donc de l'Europe, en matière migratoire, en matière terroriste, etc., qui est en jeu. Donc non seulement il ne faut pas choisir entre les deux, mais les deux sont, si je puis dire, les deux faces d'une même médaille, qui est la sécurité européenne en Méditerranée. Et ça n'est pas le cadet de nos soucis. La France doit y être extrêmement active. Vous avez dit puissance moyenne. Il faut reconnaître que nous n'avons pas les moyens de la Chine ou des États-Unis. Mais d'abord, il ne faut pas minimiser nos forces. Certains disent pas même les moyens de la Turquie. Non, ça je ne crois pas. Ça dépend par quels critères vous prenez, mais en termes de puissance... Je parle de l'armée turque. Il s'agit de toute façon pas de rentrer dans un conflit militaire, évidemment, avec la Turquie ou avec qui que ce soit. Mais là où vous avez un point, c'est que
c'est par l'Europe, en matière diplomatique, en matière géopolitique, aussi en matière de sécurité, parce que nous devons aller vers une défense européenne, que nous relèverons le défi. On n'y est pas aujourd'hui. Vous parliez d'herbivores. Je crois qu'on a compris qu'il fallait manger de la viande, si je puis dire. Bon. Encore une fois, pas de manière agressive, mais parce que nous sommes dans un monde qui est difficile. Mais on n'est pas encore au bon niveau de unité diplomatique, politique de sécurité et de défense européenne, mais c'est une des grandes priorités d'Emmanuel Macron. Il a toujours dit que cette puissance française passait par l'Europe. L'autre front, c'est celui de la lutte contre le coronavirus et des conséquences économiques du coronavirus. Et là, il y a un plan de relance européen, 750 milliards d'euros, mais un plan qui est 2 fois inférieur en pourcentage à celui des États-Unis. Et là aussi, est-ce bien raisonnable, Clément Beaune ? Alors, vous pouvez voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Bon, mais je commencerai par rétablir quelques vérités de chiffres. Le plan de relance européen qui a été adopté au mois de juillet, c'est 750 milliards d'euros, mais c'est un élément d'un plan plus large. Et si on regarde une comparaison entre la France, l'Europe et les États-Unis, il faut additionner l'ensemble des actions qui sont menées. Je ne vais pas être trop long, mais il y a des plans de relance nationaux, il y a des plans de relance qui sont encore à venir. La France va le présenter cette semaine. L'Allemagne a annoncé 130 milliards d'euros qui vont s'ajouter à ce qui a été déjà dépensé. Au total, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Allemagne, par exemple, a mis 2 fois plus sur la table que la France en pourcentage. Alors non, je ne crois pas que ce soit vrai, parce que quand vous regardez ce qui est décaissé... 37,3% du PIB en Allemagne. En France, on est à 14,5%. Oui, mais en fait, en Allemagne, on compte énormément de garanties de l'État à des entreprises qui sont potentielles. C'est-à-dire, si des prêts sont réalisés, qu'il y a des défauts, l'État interviendra autant qu'il est nécessaire. En France aussi, mais l'Allemagne a compté davantage de garanties. Mais le plan de relance... Il y a une différence importante, mais on ne va pas se battre sur les chiffres, même si vous regardez les 2 plans de relance... l'étude de l'UBS que j'ai sous les yeux témoigne d'une différence importante. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Allemagne met l'accent sur les investissements publics. En France, on est sur des investissements sectoriels. Là aussi, on voit une différence de traitement qui peut étonner Clément Beaune. Alors, quand vous regardez les deux... Je finis juste, par exemple, sur le plan européen, pour vous dire d'un mot qu'au total, si vous additionnez les efforts des États et les efforts de l'Europe, on est tout à fait à la hauteur des États-Unis. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Je le pense, mais on est honnêtement à des ordres de grandeur qui sont tout à fait voisins. Et j'insiste parce que c'est quand même inédit qu'en 3 mois, l'Europe, l'Union européenne, ait réussi à avoir ces 750 milliards d'euros qui s'ajoutent aux plans nationaux déjà en place et qui n'avaient pas du tout été au rendez-vous dans la crise précédente. Donc je crois qu'il faut quand même souligner cette avancée européenne. Maintenant, vous le signez entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne a un plan de relance d'environ 130 milliards d'euros, la France ce sera 100 milliards d'euros. En taille de nos économies, c'est tout à fait comparable. Désolé, moi j'ai un chiffre plus important pour l'Allemagne, de 237 milliards d'euros. Mais... Non, je parle des nouveaux, parce que là, on parle de plans de relance supplémentaires qui s'ajoutent aux mesures d'urgence, soutien aux entreprises. C'est les fameux 100 milliards d'euros. Et il se compare à un plan que l'Allemagne a annoncé au mois de juillet, qui est de 130, simplement pour dire que les ordres de grandeur sont assez voisins. Notre but n'est pas de façon de faire, je puis dire, la course à l'échalote entre la France et l'Allemagne, mais on a honnêtement des réponses économiques qui sont du même ordre et à peu près de même nature, chômage partiel, soutien aux entreprises, etc. Sur l'investissement, il y avait, on le dit depuis longtemps d'ailleurs, un retard d'investissement de l'Allemagne sur la France et on encourageait l'Allemagne qui avait des marges budgétaires avant la crise à investir davantage. Elle le fait à la faveur de la crise, tant mieux pour elle et pour l'Europe, parce que l'Allemagne c'est la première économie d'Europe, notre premier client et notre premier fournisseur. Donc quand l'Allemagne investit, c'est aussi bon pour l'Union européenne, pour la zone euro, pour la France. Donc il n'y a pas de concurrence entre les plans de relance européens, ça j'insiste beaucoup sur ce point. Et ça sera de l'investissement et 2 cas. Vous verrez que les 100 milliards d'euros que le Premier ministre présentera jeudi, c'est un plan d'investissement pour l'avenir. En ce qui concerne ces 750 milliards d'euros, il y a aujourd'hui au sein du Parlement européen, Clément Beaune, un débat pour savoir comment le remboursement va être effectué. Quelle est votre position à ce sujet? Comment pensez-vous qu'il faille rembourser cette somme? Alors d'abord, le fait qu'on parle de remboursement est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on s'endette en commun. Alors la dette, ce n'est pas forcément extrêmement sympathique ou sexy, si je puis dire, mais c'est très important parce que ça veut dire que pendant la période la plus difficile, et celle de la relance, on n'ajoute pas des dépenses qui pèsent sur les contribuables immédiatement, mais on emprunte, d'ailleurs les conditions de financement sont très favorables, on emprunte collectivement en tant qu'Européens, c'est la première fois. Donc c'est un investissement commun. Et on le remboursera ensemble, de manière solidaire là aussi, après 2027, c'est-à-dire quand nos économies seront, on l'espère, on va tout faire pour relancer
et en meilleur état après ces plans d'investissement. Comment on va le rembourser? C'est encore un point à débattre, mais on a mis un pied dans la porte, si je peux le dire ainsi, très important, là aussi inédit. On va créer, en tout cas l'engagement de principe est pris, de nouvelles ressources pour le budget européen. Nouvelles ressources, c'est justement pas des nouveaux impôts pour les Français, les Allemands, etc. C'est demander un effort financier à ceux qui ne payent pas d'impôts aujourd'hui et qui profitent de l'Europe, qui profitent du marché européen. Qui visez-vous? Les grandes plateformes, comme on les appelle, numériques, américaines ou pas seulement américaines d'ailleurs, principalement américaines, qui aujourd'hui ont en Europe leur premier marché. Pour Google, pour Apple, etc., le premier marché, ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Europe. Justement, si on raisonne globalement, d'où l'intérêt d'avoir une politique européenne, ils ne payent quasiment pas d'impôts, 3 fois moins qu'une PME française en moyenne. Bon. Est-ce que c'est juste? Non. Est-ce que ça peut continuer? Absolument pas. Et donc on a mis, vous savez, une taxe numérique sur ce plan symboliquement en France aujourd'hui. On se bat pour avoir une solution internationale et si on n'y arrive pas, il faudra une solution européenne. Et donc c'est une des pistes. La Commission européenne fera une nouvelle proposition dans quelques semaines sur ce point. Pareil pour le climat, on a beaucoup d'entreprises chinoises ou autres qui exportent vers l'Europe sans payer ce que payent les entreprises françaises en termes d'exigences environnementales. L'autre dossier auquel on comprend peu de choses en ce moment, c'est le Brexit. Il semblerait qu'il y ait à nouveau enlisement, Clément Beaune, au sujet donc d'un accord possible avec le Royaume-Uni. Vous savez où on en est précisément? Alors malheureusement, les choses n'avancent pas beaucoup, je suis obligé de le dire. Et elles n'avancent pas beaucoup parce que le Royaume-Uni n'a pas vraiment choisi ce qu'il voulait. Ou plutôt, il voudrait le beurre et l'argent du beurre, clairement. C'est-à-dire sortir de l'Union européenne. Ça, c'est un choix démocratique. Je pense que ce n'est pas un bon choix, mais c'est le choix souverain du peuple britannique. Personne ne le conteste. Mais quand on sort, on prend ses responsabilités, souveraines et démocratiques aussi. On n'a plus accès, comme avant, au marché européen. On ne peut pas dire je suis dehors, mais c'est quand même sympathique l'Union européenne parce que c'est justement un marché où on peut exporter librement, circuler librement. Et donc moi je voudrais exactement la même chose qu'avant. C'est en gros, je caricature à peine, ce que demandent les Britanniques. On pourrait imaginer par exemple un accord commercial qui prolonge ce qui était fait auparavant sans accord politique. Ça c'est une possibilité? Alors Clément on peut Beaune imaginer un accord commercial, mais il y a une condition sur laquelle on ne transigera pas, c'est qu'on ne peut pas avoir accès à notre marché sans respecter nos règles. Nos règles environnementales que j'évoquais à l'instant, nos règles alimentaires, sanitaires. Quelles sont celles que le Royaume-Uni voudrait éventuellement oublier? On ne sait pas, mais il aura précisément la liberté d'avoir autre chose. Et par exemple, je prends un cas qui n'est pas un cas théorique, on peut imaginer que le Royaume-Uni demain, qui a un secteur financier très important, ait des exigences beaucoup moins fortes que l'Union européenne. Est-ce qu'on peut avoir Londres qui exporte des produits financiers, des capitaux vers l'Europe sans respecter nos règles de surveillance, etc. Non. Voilà, c'est ça tout simplement. On veut que le Royaume-Uni ait accès en respectant nos règles. Est-ce que le no deal est une option, Clément Beaune, aujourd'hui? C'est un risque. C'est un risque. Et alors ça voudrait dire quoi concrètement? Ça voudrait dire que le Royaume-Uni est un pays qui est comme les pays non européens aujourd'hui, comme par exemple les États-Unis. Ça n'empêche pas de commercer, mais il y a un certain nombre de barrières. C'est-à-dire que quand le Royaume-Uni exporte vers l'Union européenne, dans cette hypothèse, qui n'est pas celle qu'on souhaite, il y aurait des droits de douane, par exemple. On vérifierait strictement sur chaque produit que toutes nos règles soient respectées. On essaye, justement parce qu'on a intérêt à cela, nos propres entreprises exportent vers le Royaume-Uni, à limiter ces frictions. Mais on ne le fera pas au prix de non-respect de nos règles. Mais alors, là aussi, le respect des règles européennes, on parlait du Brexit, donc des frontières. Les frontières avec le coronavirus, elles ont été soumises à rude épreuve. Aujourd'hui, pour les Français, c'est compliqué d'aller en Allemagne. Est-ce que c'est bien là l'esprit de l'Europe, Clément Beaune, que d'avoir des freins finalement à la mobilité des personnes? D'évidence, non. Et justement, moi, je me bats pour que d'abord à très court terme, très pragmatiquement, on ait le minimum de contraintes possibles. Typiquement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y en a un certain nombre. On n'est pas du tout revenu, je veux quand même le dire, dans la situation qu'on a connue en mars-avril. Et je pense notamment aux travailleurs frontaliers. Il y a 350 000 personnes, en ce moment même, qui vont au travail de l'autre côté de la frontière, souvent en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg, etc. Avec ces cas-là, avec les pays frontaliers, les régions frontalières, moi je me suis entretenu avec chacun de mes homologues, parfois les présidents de région, pour s'assurer qu'il n'y aura aucune restriction au passage de ces personnes dont la vie, gagner leur vie, dépend de cette circulation. Il y a des contraintes, on essaye de les limiter, de les harmoniser,
il y a un travail franco-allemand qui est engagé, que je porte et que le président lui-même porte, pour qu'on ait les mêmes critères. Parce que, en un mot, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que vous avez autant de critères scientifiques que de pays. Donc il y a un pays qui peut dire Paris, c'est en zone verte ou en zone rouge, et puis l'autre qui dit autre chose. Bon, ça, c'est pas normal, les gens ne le comprennent pas. Mais c'est intéressant parce que quand on critique l'Europe dans ce domaine, et on a raison, parce que c'est pas satisfaisant, en fait, on critique l'Europe pour ce qu'elle ne fait pas. Elle devrait faire plus. Et donc, je crois qu'on a là un bon signe de ce que l'Europe est utile. Et alors, toujours en reprenant la question des frontières européennes, Clément Beaune, la question, cette fois-ci, des migrants, avec là aussi une crise qui se prolonge. Quelles sont aujourd'hui les différentes dispositions prises ou que pourrait prendre l'Union européenne à ce sujet ? Alors, il y a des cas d'urgence humanitaires très douloureux, où vous avez encore aujourd'hui des centaines de personnes qui risquent leur vie, parfois d'ailleurs qui meurent en Méditerranée, qui sont sauvées, et on a un bateau en ce moment qui est au large de l'Italie, et la France est prête à accueillir non pas le bateau, parce que je crois que ce serait une erreur, il faut que les bateaux aillent au plus près, c'est l'intérêt humanitaire des passagers, et donc débarquent à l'Italie ou à Malte, au plus près en tout cas des côtes où il est. Mais est prête à accueillir, dans le cadre d'un effort européen, avec l'Allemagne notamment, un certain nombre de réfugiés qui ont droit à l'asile et que la France pourrait en partie accueillir, comme elle le fait, j'insiste à chaque bateau depuis 2018. Maintenant, on a une solution qu'il faut rendre durable. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un dispositif européen où, dans chaque cas de cette nature, on ait un endroit rapidement où débarquer les personnes sauvées et les répartir entre tous les pays européens. Il y a un consensus européen à ce sujet, parce que là aussi, les pays ont chacun leur doctrine, Clément Beaune. Oui, il n'y en a pas encore, mais je crois qu'il est possible. Il y aura un débat qui s'ouvrira fin septembre avec une nouvelle proposition européenne qui dit en 2 mots, il faut qu'on soit très ferme sur la protection de nos frontières extérieures, parce que 90% des gens qui arrivent ne sont pas demandeurs d'asile et n'ont pas droit à l'asile. Et donc l'Europe n'a pas de raison de les accueillir. Et pour les autres, il faut un mécanisme de solidarité qui n'est pas forcément des quotas, mais où chacun prend une part de cet effort. Merci Clément Beaune, vous êtes secrétaire d'État chargé des affaires européennes. On va continuer d'évoquer ces affaires européennes avec plus précisément la Turquie, les rêves de calife d'Erdogan et les menaces que ces rêves font courir aujourd'hui à la France. Notamment, nous serons en compagnie de l'économiste Ahmet İnsel et de la responsable du programme Turquie contemporaine à l'IFRI, Dorothée Schmidt. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Vous connaissez l'adage, on ne choisit pas ses ennemis, ce sont eux qui vous choisissent. Et justement, le président Erdogan a dit la chose suivante: à nos ennemis nous disons chiche, et il se pourrait bien que la France, ou en tout cas ses dirigeants, fassent partie de ses ennemis. Il a notamment déclaré: le peuple français sait-il le prix qu'il devra payer à cause de ses dirigeants cupides et incompétents? Pour parler de cette situation particulière, de cette tension qui monte entre la Turquie, la Grèce, la Turquie et d'autres pays européens, nous sommes en compagnie d'Ahmet İnsel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, éditeur et politologue turc. Vous avez notamment publié la nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire aux éditions La Découverte, et également en compagnie de Dorothée Schmidt. Bonjour. Vous êtes responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous avez publié La Turquie en 100 questions chez Taillandier. Dorothée Schmidt, lorsque le président Erdogan fait ce type de déclaration, s'agit-il de rodomontade ? D'abord, ce qui me frappe dans ce que vous citez, c'est vraiment l'aspect très explicite et très décomplexé des menaces qu'Erdogan profère. C'est assez classique dans le dialogue avec les Européens. De façon générale, Erdogan a le sentiment de discuter pratiquement à égalité. Il a l'impression même que le rapport de force est en sa faveur. On n'a jamais des expressions aussi dures envers la Russie ou l'Iran, par exemple, qui sont deux autres
partenaire diplomatique de la Turquie. Donc on a l'habitude en réalité, si on suit le dialogue diplomatique, notamment entre la France et la Turquie, de ces moments de grande tension où on reçoit finalement des insultes très explicites. Alors l'analyse de pas mal de commentateurs, c'est que finalement Erdogan a une escalade qui est contrôlée, puisqu'il veut obtenir un certain nombre de choses en Méditerranée. Il veut quoi ? Et alors, il veut obtenir de faire reconnaître ses intérêts, les intérêts turcs, notamment sur la possible exploitation de ces fameuses ressources gazières qui ont été découvertes en Méditerranée orientale. Et puis il relance de ce fait la querelle éternelle avec les Grecs sur la délimitation des eaux territoriales. Et effectivement, on est dans un lieu géographique où tout le monde se bouscule, puisque la Grèce, on a une partie de Grèce continentale, et puis on a énormément d'îles grecques, dont une en particulier, Castellorizo, les Turcs ne cessent de le dire, se trouve à 2 kilomètres des côtes turques, ce qui étend finalement les eaux territoriales grecques sur la côte turque pratiquement. Mais quand on voit la façon dont les Français aujourd'hui analysent cette montée en tension avec la Turquie, ils ont tendance à y voir un très grand dessin stratégique beaucoup plus large que ces petites escarmouches qui se multiplient en Méditerranée orientale, et ils font notamment le lien avec le théâtre libyen. On va en parler dans quelques instants. Ahmet İnsel, ces demandes de la Turquie sont-elles légitimes ? Y a-t-il une possibilité de départager la Grèce et la Turquie dans ces questions qui sont à la fois des questions relatives aux ressources du sous-sol et puis donc à des délimitations géographiques ? Il y a il y a un problème, comme Dorothée Schmidt vient de signaler, il y a un problème en termes de délimitation des zones d'intérêt économique, plus particulièrement dans l'Égée, parce que cette ribambelle d'îles, l'immense majorité grecque, sont très très proches des côtes turques, et la fameuse toute petite île de Castellorizo est à 2 km des côtes turques et à peu près 200 km de l'île la plus proche grecque, Rhodes. Mais il y a aussi, je crois, une manière de faire qui rend les choses difficiles. D'un côté, la Turquie a une posture très très nationaliste et agressive. Je lisais aujourd'hui encore, même dans l'opposition, il y a notamment dans les milieux de la bureaucratie nationaliste, des généraux en retraite qui tiennent un discours comme quoi cette crise serait l'occasion de récupérer une partie des îles grecques. Donc du coup, à partir du moment où il y a ce désir de récupérer les îles grecques est prononcé, évidemment, il y a une réaction nationaliste exacerbée du côté de la Grèce, et du coup, au niveau de la population, il est très difficile pour le gouvernement grec, de trouver une position plus équilibrée. Je crois que le gouvernement grec serait prêt, dans une situation d'accalmie, à revoir non pas le statut juridique de l'île de Castellorizo, mais revoir la définition des eaux territoriales autour de cette île un peu atypique dans son placement. Mais la Turquie ne s'arrête pas là, parce qu'il y a aussi énormément de rochers non habités sur lesquels il y a des débats, et les zones d'intérêt économique aujourd'hui sont devenues beaucoup plus que les limites des eaux territoriales, 6 km ou 12 km, un enjeu majeur depuis que la Turquie a signé, par exemple, vous avez signalé tout à l'heure son intérêt pour la Libye, un accord de partage de zones d'intérêt économique avec la Libye qui ne tient absolument pas compte de la présence entre les deux pays, entre la Libye et la Turquie, des îles grecques, et notamment de Crète. Donc là, il y a une montée de nationalisme qui m'inquiète énormément du côté de la Turquie. Tayyip Erdogan et son acolyte, son soutien d'extrême droite nationaliste du parti des loups gris, font de surenchères, mais cette surenchère est alimentée aussi par des généraux en retraite avec leur projet de patrie bleue qui transformerait la mer Égée, dans ce cas-là, comme une mer turque totalement. Et de l'autre côté, effectivement, il y a un positionnement de plus en plus
agressive, expansive de la Turquie dans la Méditerranée orientale qui essaie de profiter du vide du pouvoir international. Et oui, alors là, effectivement, ça se traduit très concrètement en Libye, comme vous l'avez dit tous les deux. Dorothée Schmidt, il faut expliquer ce que la Turquie a fait en Libye pour notamment se rapprocher des ressources pétrolières de la Libye, pour être partie prenante d'une guerre qui oppose deux factions rivales. Il y a eu un cessez-le-feu le 21 août. Depuis, la Turquie a été très discrète après l'annonce de ce cessez-le-feu. Quels sont les intérêts turcs? Qu'est-ce qui se passe en Libye? Alors la Libye, c'est une très bonne illustration de l'opportunisme diplomatique très efficace des Turcs de ces dernières années. Quand on a un lieu de crise où les Occidentaux font défaut, les Turcs arrivent et finalement prennent la place de façon assez efficace. En l'occurrence, comme ils ont réalisé plusieurs opérations militaires en Syrie en quelques années, aujourd'hui ils n'ont plus de difficulté à projeter leurs forces à l'extérieur de leurs frontières. Et là, on a aujourd'hui en Libye quelques centaines de soldats turcs et des milliers de mercenaires qui ont été amenés par les Turcs pour prêter main forte au gouvernement de Fayez el-Sarraj, qui est donc le gouvernement théoriquement légal, issu d'un accord international. Donc c'est le choix de ce gouvernement contre le maréchal Haftar. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Parce que le gouvernement libyen les a appelés à la rescousse, c'est ce que disent les Turcs, et puis parce qu'il y a une forme de complicité idéologique, puisque c'est un gouvernement qui est considéré comme étant plus proche de mouvances de type frères musulmans. Mais en face, le maréchal Haftar est d'abord soutenu par les Russes. Et là, on se retrouve à nouveau avec une sorte de scénario russe contre turc, qui est celui qu'on avait déjà en Syrie. C'est pour ça que Jean-Yves Le Drian, aujourd'hui, parle en permanence de syrianisation du conflit en Libye. Et ce qui a beaucoup inquiété les Russes essentiellement, mais aussi les Français cet été, c'est que les Turcs sont parvenus, avec une montée en puissance stratégique efficace sur le terrain, à regagner le terrain et à finalement faire basculer à nouveau la situation en faveur du gouvernement de Fayez el-Sarraj, au prix, comme vous le disiez, en ouvrant plutôt la possibilité de contrôler les ressources pétrolières qui sont à l'est en Libye. Et ça évidemment était un point d'arrêt total. L'Égypte, cet été, a menacé d'intervenir dans le conflit. Donc maintenant, tout le monde est soulagé d'avoir un cessez-le-feu. Et en réalité, tout le monde compte sur le fait que le maréchal Haftar, aujourd'hui, va moins bien et qu'il va peut-être disparaître de la scène, ce qui serait la meilleure façon peut-être aussi de résoudre tout simplement le conflit franco-turc, puisque les Turcs accusent aussi les Français d'avoir soutenu en sous-main le maréchal Haftar. Ce qui est faux? Non, ce qui n'est pas faux du tout. Les Français ont probablement une stratégie occulte un peu erronée qui a été inspirée par les services français dans une obsession anti-terrorisme islamique, parce que le maréchal Haftar les a convaincus qu'il était la force anti-islamiste dans la région. Alors quels sont les intérêts des Turcs? C'est aussi énormément des intérêts économiques, parce que dès le début de leur intervention aux côtés du gouvernement libyen, ils sont allés voir le gouvernement pour présenter en réalité la facture de toutes les opérations économiques que menaient les Turcs avant la destitution de Kadhafi en Libye, et ils ont négocié de juteux contrats pour assurer finalement la sécurité de ce gouvernement. Et ensuite, ils ont négocié un accord de délimitation des eaux en Méditerranée avec le gouvernement libyen, qui a mis le feu aux poudres avec les Grecs qui se sont demandé ce que les Libyens venaient faire dans cette affaire. Donc là, aujourd'hui, en Méditerranée, on a une fragmentation extrême et des pays qui, en bilatéral, sont en train de tous s'entendre pour définir leur zone économique exclusive, leur zone d'exploitation, donc dans une sorte de zizanie complète dont profitent les Turcs très clairement pour jouer les gros bras, parce qu'ils sont indéniablement devenus la puissance militaire dominante dans la région. Et oui, c'est ça en fait qui est marquant, Ahmet İnsel, c'est-à-dire on a affaire à un pouvoir turc et un pouvoir militaire, on a affaire à un soft power turc et on a une véritable tentative d'organiser autour d'une certaine conception de l'islam un pouvoir turc avec un expansionnisme véritable. Oui, c'est plus simplement soft power. Là, il s'agit de hard power, puisque là, il s'agit vraiment de l'intervention militaire. La Turquie commence à avoir des bases militaires. On n'en parle pas beaucoup, mais pas mal de bases militaires. Où ça ?
Déjà en Afrique, en Somalie, deuxièmement évidemment sur Chypre, le nord du Chypre, il y a à peu près 35 000 soldats turcs, il y a 20 000 soldats turcs environ au nord de la Syrie et d'Idlib. Il y a tentative de création de base militaire en Libye. Il y a une négociation avec le gouvernement de Tripoli pour la création d'une base navale et une base aérienne. Le lieu de la base aérienne a été bombardé par des avions Rafale, probablement conduit par des pilotes français ou en tout cas appartenant aux Émirats arabes, mais dirigés par la France. Donc, il y a une présence militaire active dans la Méditerranée orientale et dans l'Afrique du Nord, exactement. Et d'ailleurs, quand vous avez parlé de ce discours de Tayyip Erdogan, très, très agressif, avec des mots insultants pour d'autres pays, il a cité deux pays et une région. Il a cité la France, il a cité la Grèce, il s'est adressé à ces deux pays, et plus les pays d'Afrique du Nord. Donc, du coup, c'est-à-dire dans les pays d'Afrique du Nord, je pense qu'il avait surtout en tête l'Égypte, qui est devenue vraiment une ennemie personnelle, Sisi est devenue une ennemie personnelle de Tayyip Erdogan. Et dans ce cadre-là, la Turquie joue-t-il vraiment l'islamisme? Pas tout à fait, parce que dans le cadre de population musulmane de la région, la Turquie n'est pas forcément le représentant de l'islam, et les forces islamistes autres sont en opposition. Par exemple, l'Arabie saoudite est en opposition dans le camp adverse de la Turquie, puisque la Turquie soutient le Qatar. Il a une base militaire aussi à Qatar. Et oui, justement, Ahmet İnsel, est-ce qu'il n'y a pas la tentative, avec la transformation de Sainte-Sophie en mosquée, qui est un geste symbolique fort, de prendre une forme de leadership sur l'islam, avec une vision, comme je l'ai dit, une vision turque de l'islam? Oui, bien sûr. D'ailleurs, le jour de la transformation en mosquée de retransformation en mosquée de Sainte-Sophie, Tayyip Erdogan et ses supporters ont parlé beaucoup comme quoi le retour en statut de mosquée de Sainte-Sophie était la préfiguration de la libération de la mosquée de Al-Aqsa à Jérusalem. À Jérusalem. Effectivement, donc effectivement, il y a un appel aux populations musulmanes comme quoi la Turquie est devenue. D'ailleurs, on utilise beaucoup ce type de rapprochement. La Turquie est redevenue, comme dans l'Empire ottoman, le défenseur, le bouclier principal contre l'Occident croisé. Effectivement, ce discours est utilisé. Mais est-ce qu'il est vraiment efficace? Je ne suis pas sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la région, notamment dans la région ancien Empire ottoman, les populations arabo-musulmanes voient aussi les Turcs comme les anciens envahisseurs. Donc, du coup, il y a une ambivalence là-dessus. Et il y a beaucoup de réactions aussi par rapport à la présence turque dans la région, notamment du côté des pays comme l'Égypte, des irritations en Tunisie, beaucoup de méfiance en Algérie, et en même temps du côté du Golfe Persique. Mais dans un film diffusé par le pouvoir turc aujourd'hui, un film de propagande, on voit les armées turques anciennes affronter les croisés, et ce film Dorothée Schmidt, il se termine sur une vue aérienne de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Donc le signal est assez clair. Les Turcs sont prêts à faire la guerre contre les anciens croisés, ils sont prêts à le faire pour récupérer Jérusalem. Alors, il est difficile de dire quelle peut être l'efficacité de ce type d'image, mais en tout cas, le message, lui, il a le mérite de la clarté. Alors, ça, c'est très intéressant, parce que ce qu'on voit, comme on est parti sur la rhétorique turque en tout début d'émission, et là, on est sur cette espèce de mise en scène
pour galvaniser les foules en Turquie. Les Turcs sont très forts en production, comme vous le savez, de séries historiques, de matériel audiovisuel. Non, je ne le savais pas, mais j'ai vu effectivement oui, ce c'est film. devenu le premier producteur aussi de séries internationalement. Ils sont passés dans les États-Unis l'année dernière, dans l'exportation de séries télé. Donc ils sont tout à fait rodés à ça, et je crois que parfois cette envie d'illustration, elle dépasse quand même complètement les intentions du gouvernement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un effet d'accompagnement. C'est un film gouvernemental. Oui, mais alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a maintenant une sorte de communauté comme ça, de travail sur la communication turque qui maintient une sorte de brouillage sur les intentions générales. Les Turcs n'ont pas les moyens, évidemment, d'aller reprendre El-Aqsa. Aujourd'hui, rendez-vous compte de la situation au Levant, alors que le Liban est en train de s'effondrer. Vous pensez bien que les Israéliens sont en train de repenser toute leur vision stratégique de la région, puisqu'ils vont se sentir fragilisés par le fait que le Hezbollah va être galvanisé au Liban par la destruction du reste du pays. Donc Israël et les Turcs qui ont une relation stratégique très mauvaise depuis l'affaire du Mavi Marmara en 2010. Il faut rappeler le navire. Un navire qui venait briser le blocus de Gaza et sur lequel qui avait été envoyé par des ONG turques, une ONG turque, et qui a été attaqué par des forces spéciales israéliennes. Il y a eu 9 morts et depuis ce temps-là, les deux pays sont brouillés alors que c'était auparavant des alliés militaires dans la région. Donc les Turcs ne peuvent pas imaginer s'affronter à Israël qui, quand je disais tout à l'heure que la Turquie est la première puissance de la région, c'est une puissance en acte, au sens où ils interviennent un peu partout hors de leurs frontières. On pourrait dire que la première puissance, c'est l'Iran aussi, mais si on se situe un peu plus à l'ouest, donc dans l'ère, je dirais, européenne, la Turquie évidemment domine, mais Israël est une énorme morceau pour les Turcs. Donc je ne vois pas très bien comment ce fantasme pro-palestinien des Turcs pourrait être mis en acte. En tout cas, on voit qu'on a une stratégie nationaliste et impérialiste de la part d'Erdogan, avec, concurremment à cette stratégie, Dorothée Schmidt, un problème économique pour la Turquie, puisque l'économie turque s'est développée très rapidement à la suite de la politique de Recep Tayyip Erdogan. Et puis aujourd'hui, elle marque largement le pas. Alors la crise du coronavirus ne va évidemment pas arranger les choses, mais malgré tout, cette politique nationaliste permet de contrebalancer ces déboires économiques. Oui, alors c'est pour ça que l'intervention en Libye a un intérêt aussi. On s'est tous posé la question, est-ce que la Turquie a les moyens d'aller... Mais la Turquie s'est fait payer pour son intervention en Libye et ça a été donc une opération gagnante du point de vue économique. Aujourd'hui, l'économie turque va très mal, elle allait déjà très mal avant le Covid, mais la Turquie a moins souffert du Covid que d'autres pays. On est à un peu plus de 6 000 morts en Turquie contre 30 000 morts en France. Donc même si le niveau de contamination continue de monter, Erdogan a pu gérer la crise avec des espèces de stop and go sur le confinement pour ne pas mettre l'économie à l'arrêt. Donc aujourd'hui, la question c'est qui résistera le mieux à l'énorme crise économique qui se prépare, l'énorme crise mondiale qui se prépare. Et de ce point de vue, en France, on est tous assez inquiets. Je suis assez frappée du fait que j'ai discuté avec des diplomates turcs la situation récemment. À aucun moment on évoque l'économie, évidemment parce que c'est un tabou. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit pour le moment encore une énorme préoccupation. Ils sont en train de négocier des prêts avec la Chine. Ils vont se tourner vers l'Asie, qui ne pourra évidemment pas pallier totalement le manque d'investissement, le manque à gagner d'investissement européen. Mais néanmoins, le pays a l'habitude de se serrer la ceinture. Alors la question est jusqu'à quel point, jusqu'à quel moment l'électorat de Tayyip Erdogan pourra continuer à soutenir le président, sachant qu'on est dans un joyeux mélange de persuasion clientéliste et de pression totalitaire. Donc jusqu'à présent, l'opposition a vraiment eu beaucoup de mal à relever la tête dans des circonstances même les plus difficiles et convaincres du point de vue économique. Ahmet Insel, est-ce que c'est une fuite en avant ou est-ce que c'est une stratégie qui mérite d'être tentée pour Erdogan en Turquie ? Les deux à la fois. Il est obligé de faire cette surenchère pour pouvoir galvaniser son électorat et qui n'arrive pas à dépasser, n'oublions pas, les 45, son soutien ne dépasse pas 45-50%. Or, dans une élection présidentielle, il a besoin de dépasser 51%. Et aujourd'hui, il est devenu totalement dépendant de son allié d'extrême droite nationaliste, à tel point que Tayyip Erdogan, est-ce que c'est Tayyip Erdogan vraiment qui dirige la politique extérieure ou est-ce que c'est les vieux camps de la bureaucratie
de l'État profond qui a pris les choses en main, on peut en discuter. Mais c'est important ce que vous dites, parce que les élections aujourd'hui en Turquie sont libres, rien ne prouve qu'elles aient été truquées, et par conséquent, il doit faire avec. Il doit faire avec, pour le moment. Il y a eu quelques tentatives, des signaux d'alarme lors des élections municipales, notamment à Istanbul. Ils ont tenté à refuser le résultat d'élection, mais la réaction de l'électorat les a fait reculer. Même il y a eu des électeurs d'AKP qui ont voté pour le candidat d'opposition par dépit, par réaction par rapport à cette mauvaise intention. L'AKP, c'est son parti à lui, Erdogan. Son parti, le parti de justice et de développement. Et de l'autre côté, il y a une érosion, il y a une lassitude dans les classes moyennes, parce que le parti d'Erdogan avait gagné aussi l'assurance, le soutien des classes moyennes, non pas par un discours exclusivement islamiste, nationaliste, mais aussi par un discours de grandeur économique, de développement économique, d'une augmentation du niveau de vie. Et effectivement, dans les années 2000 jusqu'en 2012-2013, cette augmentation moyenne de niveau de classe moyenne urbaine a été l'apport principal de soutien au Tayyip Erdogan. Or, dans les dernières élections municipales de mars 2019, nous avons vu son parti perdre dans les les plus grandes villes de la Turquie, la mairie des 7 villes, notamment d'Istanbul, d'Ankara, avec un abandon progressif de son électorat. Donc du coup, économiquement parlant, il joue la carte d'une assurance internationale avec l'accord avec la Chine, etc., qui peut compenser un peu les difficultés. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a un taux de chômage qui dépasse largement 15-16% avant même la crise de Covid. Et peut-être ça va augmenter avec l'effet de la crise de Covid. L'économie turque était déjà en récession avant la crise de Covid. Donc, les 2 premiers trimestres de 2019 étaient négatifs. Donc, du coup, et la dépréciation de la livre turque, énorme dépréciation successive de la livre turque, a rendu de plus en plus perte de pouvoir d'achat. Ce qui fait que essentiellement dans les classes moyennes urbaines, il a besoin de galvaniser cette fois-ci. Oui, il doit effectivement reprendre la main à cet égard. En conclusion, Dorothée Schmidt, que pourrait faire la France et l'Europe ? Notre pays a été plutôt silencieux lorsqu'une avocate est morte après 238 jours de grève de la faim. Ebru Timtik a été condamnée pour appartenance à une organisation terroriste. Elle est morte et tout cela s'est fait dans une relative indifférence. Il n'y a pas eu de protestation nationale et encore moins européenne. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Écoutez, on a tellement de difficultés sur la table avec la Turquie qu'effectivement, il y a une sorte de priorisation implicite. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'Europe risque d'être divisée face à la Turquie, puisque la présidence allemande est plutôt sur une ligne de négociation avec la Turquie, alors que les Français sont venus militairement à la rescousse des Grecs. On se demande s'il faut négocier plutôt dans un cadre OTAN ou plutôt dans un cadre UE, qui sont les 2 cadres où on arrivait traditionnellement dans le passé à discipliner la Turquie, finalement, par une espèce d'effet d'inclusion. Et aujourd'hui, on a l'impression que ces 2 cadres sont inopérants, mais on peut se demander si le cadre OTAN ne sera pas plus efficace que le cadre UE, parce que le niveau d'interaction avec l'Union européenne est aujourd'hui vraiment très mauvais, très dégradé. Et il faut surtout éviter la division de ce camp européen. Merci Dorothée Schmidt. Je rappelle le titre de votre ouvrage « La Turquie en 100 questions » aux éditions Taillandier. Et merci à vous, Ahmet İnsel. La nouvelle Turquie d'Erdogan, du grève démocratique à la dérive autoritaire. C'est un livre publié aux éditions La Découverte.